C'était le 2 du matin du 11 septembre 1973 et qui a mis fin à la conférence de pays non alignés. Alors, je suis retourné à la maison et après, j'ai reçu un coup de fil du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie à travers le directeur général du ministère, M. Adjali à l'époque, qui m'a communiqué la nécessité d'avoir une entrevue avec lui. Je suis allé au ministère, il m'a confirmé que le gouvernement de l'Algérie, à travers son président Ouari Boumedienne, avait décidé de non reconnaître absolument pas les gouvernements golpistes de Pinochet. Au contraire, ils sont décidés à reconnaître, dans la personne de l'ambassadeur de Chili à Alger, la représentation du peuple chilien comme véritable représentant du peuple chilien. C'était une chose unique dans le monde que l'Algérie avait reconnu dans ma personne à l'époque. Et j'étais très jeune. Cette manière d'agir. Aucun pays dans le monde avait fait une chose pareille. Je suis très heureux de vous raconter ça. Le jour après, le 12 septembre, oui, il y avait l'inauguration d'une place nommée Place Salvador Allende au centre-ville. Monsieur Saloum, avant de revenir à cette date du 12 septembre et toutes les dates qui ont succédé au 11 septembre, quels sont ou quels étaient les échos que vous aviez eus du Salvador quand le coup d'État a eu lieu? Après le 12, nous avons eu une réunion de Chiliens à l'extérieur à Rome, patrocinée par divers partis italiens, Parti communiste italien, Parti socialiste italien, les partis radicaux, etc., pour faire une manifestation en Italie de solidarité avec les peuples chiliens. Oui. Alors, quand je suis revenu à Alger, j'avais l'idée de créer un bureau, a été approuvé par Jeloul Malaika et le gouvernement, qui s'était appelé le bureau chilien antifasciste, installé au centre-ville d'Alger. Dans ce bureau, nous avons travaillé pour diffuser toutes les notices, toutes les situations qui se développaient au Chili pendant la dictature de Pinochet jusqu'en 1976, je crois. Quels sont les témoignages que vous receviez à l'époque du Chili, de personnes qui étaient restées au Chili après le coup d'État? L'État militaire était planifié sous la direction directe des agents de la CIA et qui devait produire 4 chocs, à mon avis. Effacer à la racine la culture politique nationale de développement industriel qui s'était consolidée depuis 1938, parce que le Chili, à cette époque, produisait des appareils de télévision, chemins de fer, textiles, biens de consommation industrielle et biens de consommation légère. D'autre part, mettre fin à un projet patriotique, populaire et souverain, avec un gouvernement profondément anti-impérialiste qui avait comme but dépasser la société capitaliste et de la démocratie bourgeoise comme expression de demande de masse populaire. Et après ça, décimé physiquement par l'assassinat, je crois que ce sont plus de 3000 militants de la gauche chiliens qui ont été assassinés, torturés, et plus d'1 million de personnes ont été exilées dans divers pays dans le monde. La situation finale, toute cette mesure de la dictature pinochetiste, c'était l'implantation d'un modèle économique néolibéral des Chicago Boys de Milton Friedman, oui, avec une économie mono-exportateur de matières premières par cette pression militaire. Je vais vous rappeler que le coup d'État au Chili n'est pas un fait seulement chilien, parce que plus de 34 coups d'État ont été perpétrés dans 12 pays de l'Amérique latine depuis la seconde moitié du XXe siècle. L'Argentine, l'Uruguay, Paraguay, Brésil, et le dernier cas, c'est le cas de Pérou avec le président Castillo, qui est emprisonné par
cette bourgeoisie est liée complètement à l'impérialisme américain. Le président Allende était à la tête d'un vaste mouvement politique réunissant socialistes et communistes. L'unité populaire, c'est ainsi que le mouvement s'appelait. Il voulait mettre en place un État socialiste à la chilienne. C'est ainsi que le mouvement est également présenté de façon non violente et légale. Est-ce qu'il vous semble que c'est particulièrement cela qui inquiétait les États-Unis, qui craignaient une évolution du Chili un peu comme l'itinéraire qu'empruntait Cuba? Oui, une chose comme ça, parce que les produits de ces coups d'État répondent à deux objectifs. L'endiguement du socialisme et de l'Union soviétique et combattre surtout en Amérique latine la révolution cubaine. Évidemment, la voie socialiste chilienne par la voie électorale, c'était très difficile à maintenir dans tous ces buts, malgré l'appui populaire que le peuple chilien a donné au gouvernement de l'unité populaire dans la dernière élection de 44% de votes, presque une majorité absolue. Dans cette situation, la bourgeoisie réagit et fait les coups d'État avec les militaires. Depuis son élection à la présidence du Chili, le 4 septembre 1970, Allende, qui est médecin, faut-il le préciser à l'origine, il est issu également d'une famille originaire du Pays Basque, des milieux bourgeois. C'est dire qu'il y a tout de même des convictions bien ancrées. La grande majorité, il y avait des gens petits bourgeois. C'est normal. C'est ça. Idéologiquement, tous ces gens avaient supéré cette situation et ont été pour faire effectivement une réalité, les programmes de l'unité populaire, de s'acheminer vers un socialisme pacifique, sans la confrontation militaire. Il y avait aussi le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire et autres groupes qui prônaient pour la révolution militaire, la confrontation militaire. Et ce mouvement n'avait pas l'appui populaire. Monsieur Eduardo Salum, les États-Unis disent qu'ils ont aidé Pinochet, Augusto Pinochet, pour la démocratie. Que répondez-vous à cela? C'est impossible, parce que le modèle implanté dans le Chili, c'était une conséquence de la grande crise de capital américain, et le Chili deviendra un laboratoire ultra-capitaliste, dont les mesures néolibérales seront ensuite appliquées dans toute l'Amérique du Sud, et en Afrique, et puis en Europe. C'est-à-dire, c'est un modèle qui repose sur 6 points, qui sont la privatisation de toutes les entreprises d'État, la surexploitation des travailleurs, que c'est les 70% du travail est précaire, la surconsommation et le surendettement de ménages. Vous savez, au Chili, qui est un pays de 19 millions d'habitants, a 40 millions de cartes de crédit pour une population active de 7 millions d'habitants. C'est-à-dire chaque femme dans un foyer a 4 à 5 cartes de crédit. C'est un endettement gigantesque. Cet endettement, c'est les 73% de revenus mensuels. Au Chili, c'est pratiquement une aspiration de la transnationale pour s'approprier de cette richesse du pays. Sous Pinochet, il y a eu également le plan Condor, conçu en 1975, qui visait à éliminer les opposants de gauche, notamment. Jimmy Carter s'est un peu écarté de ce plan Condor, mais il a été avalisé par Nixon. Quel souvenir gardez-vous de cela? Oui, la chose la plus terrible, c'est le plan Condor, le plan Condor. Et c'était un plan de toutes les dictatures latino-américaines. Ils coopéraient. Par exemple, le général Pratt a été assassiné à Buenos Aires avec sa femme, parce qu'il était un homme qui défendait la constitution chilienne. Il avait pratiquement parti pour l'Argentine pour être plus sûr, et au contraire, ils l'ont assassiné d'une manière brutale avec sa femme. Et comme ça, des autres, Bernardo Leighton, dirigeant important de la démocratie chrétienne, qui appuyait l'unité populaire, avait émigré à Rome, là où le fascisme italien, avec la coopération de l'ambassade chilienne de Pinochet à Rome,
ont fait un attentat. Et lui était sauvé par miracle avec sa femme. On a vu de toutes les couleurs en Amérique latine et même en Europe de cet attentat contre les militants de gauche de l'Unité populaire. Cela a conduit à l'organisation d'un référendum. La défaite du général Pinochet a conduit le pays à une transition démocratique qui s'achève le 11 mars 1990. C'est une transition qui ne s'est pas faite, on va dire, sans entrave. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Moi, je peux vous dire seulement que cette transition démocratique, c'était une transition dans la continuité du programme et des modèles de Pinochet, parce qu'on n'a pas modifié la constitution pinochetiste. C'était un leurre, c'était juste un leurre, une façon de faire croire qu'il y a une transition, mais sans qu'il y ait de transition, sans fondement. Sans changer absolument rien. Oui. Seulement qu'il n'y avait pas, on peut circuler, on peut parler, on peut opiner, mais la base de tous les modèles économiques, c'était les mêmes. Le Chili pratiquement avait un pourcentage de pauvreté énorme de 24% de la population, et active naturellement, était en bas de la seuil de pauvreté. Et ils n'ont changé rien. Tous les contrôles des grandes compagnies transnationales sur les ressources naturelles chiliennes ont été maintenus. Aussi, la privatisation de tous les services publics, sanitaires, éducatifs, de logement, ont été maintenus jusqu'à ce moment-là. Monsieur Édouard de Saloum, nous parlions du 11 septembre 1973, date du renversement du président Allende par Augusto Pinochet. Quelques années plus tard, il y a eu les événements du 11 septembre 2001, condamnables, à tout point de vue, faut-il le préciser. Mais le plus important, c'est la politique qui s'en est suivie au nom de la démocratie. Comment voyez-vous cela? Mais après le 11 septembre de 2001, on lancera officiellement la guerre contre le terrorisme, the War on Terror. Yes, oui. Mais qui en réalité justifiera les guerres d'agression pour le programme, pour le nouveau siècle américain des néoconservateurs américains. Et marquera une nouvelle étape de domination de la OTAN et du complexe militaire, industriel, énergétique, financier, avec l'agression de plus de 60 pays dans le monde, principalement en Iran, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Afghanistan. Pratiquement les pays où sont des ressources énergétiques gigantesques. Et en Russie, le 2014, par une guerre de procuration en Ukraine, de pays qui étaient tous des amis de la Russie. C'est-à-dire, en réalité, la guerre froide, je crois, n'a jamais cessé. La déstabilisation et les chaos organisés dans la ceinture qui longe le flanc sud de la Russie sont les fronts ouverts pour les stratèges de Washington depuis les années 2000 pour relancer la confrontation Est-Ouest. C'est pour ça que la guerre froide continue aujourd'hui plus chaude. Donc la démocratie est vidée de son sens et foulée aux pieds. Oui, foulée aux pieds, oui. Monsieur Édouard de Saloum, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je m'excuse de mon français parce que je parle français depuis 40 ans, mais je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est moi qui m'excuse de ne pas avoir pu faire cette interview en espagnol. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Édouard de Saloum est ancien ambassadeur du Chili en Algérie, membre du groupe des vétérans chiliens de l'anticolonialisme et il était avec nous à partir de Rome.